qu'il est normal, encore aujourd'hui, d'avoir un accès qui soit si difficile d'avoir accès à un médecin ou à un professionnel de la santé? Est-ce que c'est normal d'attendre des heures à l'urgence ou d'attendre, par exemple, pour une chirurgie pendant des années? C'est quoi la réponse? La réponse, c'est non. Christian Dubé sur l'état du réseau de la santé au Québec et l'importance d'adopter sa réforme, une nouvelle agence, plus de flexibilité des infirmières, des spécialistes aussi. Est-ce que c'est la clé d'un succès que tant d'autres avant lui ont été incapables d'obtenir? Voyons voir ce qu'en pensent mes collaborateurs. Alec est absent cette semaine, c'est Hugo Lavallée, notre analyste à Québec, qui est avec nous. À ses côtés, Chantal Hébert, chroniqueur au Toronto Star et au magazine L'Actualité, et Michel Séauger, chroniqueur politique à Radio-Canada et La Presse. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Hugo, commençons avec vous. Tiens, quelles sont les chances de réussite de M. Dubé? Ben là, c'est toute une question, évidemment. M. Dubé a quand même certains atouts dans son jeu. Évidemment, il ne faut pas oublier que Gaétan Barrette, lorsqu'il avait pris la fonction de ministre de la Santé, c'était déjà un personnage controversé à cause de son passé à la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Là, M. Dubé, évidemment, a une cote de popularité très importante. Le contexte politique aussi, évidemment, est différent de ce qu'on a connu par le passé. Bien sûr, il y a eu la pandémie. Ça a exacerbé l'impatience des Québécois face au réseau. Donc, on a l'impression que s'il y a des gens qui tentent de mettre trop de sable dans l'engrenage, ça risque de mal passer. Quand même, il ne faut pas sous-estimer, évidemment, l'ampleur du défi qui se pose devant M. Dubé. Évidemment, cette réforme-là, parce que c'est le vrai mot, là, c'est une réforme et toute une réforme, même si le gouvernement ne souhaite pas trop utiliser ce mot-là pour ne pas apeurer les électeurs. C'est le gros morceau du plan santé Dubé. Là, oui, il y a eu le projet de loi sur les agences de placement. Il y a eu aussi, évidemment, le partage des informations. Mais là, on rentre là, dans le cœur du sujet, ce qui est de plus sensible, le dysfonctionnement du système. Puis on entre surtout dans les structures de pouvoir. Qui décide quoi dans les hôpitaux, qui attribue les ressources, qui rend des comptes à qui. Et là, évidemment, on touche aux prérogatives, aux acquis des médecins, des infirmières. Ça va être tout un défi pour M. Dubé. Oui. Par contre, Chantal, il a l'appui du public. En tout cas, on dirait qu'il a l'appui des Québécois derrière lui. Il arrive en disant, moi, je vais brasser un système parce que je vais vous donner des services, puis les gens en veulent des services. Est-ce que ça fait une différence, ça? Il y a l'appui du public, oui, parce qu'il pose les bonnes questions, c'est-à-dire des questions que tout le monde se pose. Il est populaire, probablement un des ministres les plus populaires du cabinet de François Legault, sinon, et certainement un des plus connus. Il y a 4 ans devant lui, ce qui fait aussi une grosse différence. Et jusqu'à preuve du contraire, il va avoir l'appui de son premier ministre. Et là encore, ça se distingue de Gaétan Barrette à 2 égards. D'abord, Gaétan Barrette était venu de la CAQ vers le Parti libéral. Il ne faisait pas partie des Amis de la maison, et ça a apparu. Et ensuite, Philippe Couillard, qui était lui-même un médecin spécialiste, clairement avait une oreille à un endroit et l'autre sur son ministre de la Santé. Tandis qu'on sent que M. Dubé a nettement davantage carte blanche. Là. François Legault ne se réveille pas le matin avec des atomes crochus avec ses anciens collègues médecins spécialistes ou autres. Michel, qu'est-ce qui fait en sorte, d'après vous, que M. Dubé peut ou a une chance de mieux faire que ses prédécesseurs? Il doit réussir 2 choses, et 2 choses qui ne sont pas évidentes. La première, c'est de convaincre les gens qu'une réforme qui est essentiellement administrative va donner de meilleurs services. Le lien n'est pas facile à faire. Le lien logique n'est pas là. C'est pas automatique. Alors ça, c'est la première des choses et c'est la plus importante. La deuxième, c'est qu'il doit éviter ce qui a été le piège dans lequel le docteur Barrette est tombé, c'est-à-dire de donner l'impression qu'il avait l'unanimité contre lui. À l'époque, souvenez-vous, la réforme Barrette, au tout début, a été populaire. C'était un peu comme aujourd'hui. On disait, ça va tellement mal qu'il faut faire quelque chose, on va essayer ça. Mais ça n'a pas fonctionné parce qu'à la fin, il y avait tout le monde contre lui. Puis à un moment donné, on dit, comment ça se fait qu'il n'y a personne qui t'appuie là-dedans, là? Et ça, c'est un danger qui guette M. Dubé. Écoutez, depuis que, aussi long que je peux remonter, là, il n'y a pas eu un premier ministre au Québec qui a gagné une bataille contre le syndicat des infirmières. Bourassa, Lévesque, nommez-les tous. Alors, puis les infirmières, ça fait partie des gens qui, dans le système hospitalier, sont populaires. Les gens les aiment, les infirmières, ils trouvent qu'ils sont pas bien payés pour tout le travail qu'ils font, etc. Alors, il faut qu'ils affrontent tout ce monde-là. Ça va être beaucoup d'ouvrage. Chantal, je vous ai vu réagir.
Oui, il n'y a pas un politicien au Canada qui a gagné une bataille contre les infirmières. C'est pas seulement... Ouais. faut pas le prendre personnel au Québec. Il y en a pas. Vous avez couvert, comme moi, l'Ontario, et vous vous souvenez des conflits avec les infirmières. C'est perdu d'avance. La vérité, c'est que effectivement, Christian Dubé doit les mettre dans son camp. Les négociations avec les médecins s'annoncent pas plus faciles, sauf que avec les médecins, depuis 10 ans, l'opinion publique a un peu changé de côté. C'est-à-dire que la perception du médecin qui, quand il s'exprime, a forcément raison et le ministre a tort, c'est fini, c'est l'époque papa a raison ou docteur a raison. Donc, de ce côté-là, il va avoir l'opinion publique de son côté. Quant au côté administratif de la réforme, et ça, c'est un peu un piège pour l'opposition, parce qu'on peut faire une bataille à l'Assemblée nationale sur qui va décider quoi, qui centralise pas. Les gens vont juger avec raison au résultat. C'est-à-dire, est-ce que tout à coup, ça prend moins de temps? Est-ce que l'urgence fonctionne mieux? Ils vont pas aller voir si le troisième patron du 4e étage qui a été déplacé fonctionne mieux pour le système qu'auparavant. Et c'est vraiment deux débats, dont un touche pas directement l'opinion publique, franchement. OK. Hugo, le mot de la fin sur ce sujet-là. Bien, effectivement, ce qu'il faut noter aussi dans ce cas-ci par rapport aux infirmières et aux médecins, c'est que M. Dubé, quand même, là, oui, il y a eu beaucoup de critiques cette semaine, il y a quand même eu des points plutôt positifs, des mots plutôt positifs de la part de l'Ordre des infirmiers et infirmières et du Collège des médecins du Québec. Le président du CMQ, dans certaines entrevues, disait « C'est vrai qu'il y a peut-être certains médecins qui doivent en faire davantage. » Un des gros points d'interrogation, c'est que va faire le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Dr Olivon, on ne le connaît pas encore beaucoup, là, il est là depuis quelque temps, mais il est plutôt passé sous le radar. Là, ça va être un premier véritable affrontement pour lui avec le gouvernement. Alors, est-ce qu'il va prendre la même posture que celle de sa prédécesseure, Diane Francaire? On a l'impression que c'est peut-être un peu moins son genre, là, qu'il veut peut-être un peu plus travailler en coulisses. En tout cas, on verra bien. Pour ce qui est de M. Dubé aussi, est-ce qu'il veut vraiment faire adopter tout ce qui est dans le projet de loi ou est-ce qu'il faut plutôt le voir peut-être comme un point de départ pour justement amorcer le dialogue ou amorcer des discussions sur certains sujets? D'ailleurs, M. Dubé le disait cette semaine, c'est assez intéressant. Il a comme par avance dédouané les syndicats, les fédérations médicales en disant « Vous direz ce que vous voulez sur la place publique, là, mais gardez avec moi un canal de communication ouvert. » Et donc, dans ce contexte-là, ben, c'est peut-être justement la voie de passage qu'il voit. Là, on connaît M. Dubé. C'est un style bien différent de M. Barrette. Il est moins dans la confrontation publique. C'est un beau défi, en tout cas. Et il a du temps devant lui pour faire avancer les choses. Bon, changeons de sujet parce que l'autre élément qui a retenu l'attention beaucoup cette semaine, c'est Mme Freeland. Un budget qu'on avait qualifié, en tout cas, on avait pensé ou imaginé avec un peu plus de restreinte et ça ne s'est pas avéré tant que ça. Michel, comment vous l'avez vu, le budget? D'abord, des investissements dans 3 très ciblés et l'élimination du retour à l'équilibre budgétaire, ça a surpris un peu cette semaine. Ça a surpris, mais il ne faut pas oublier qu'on est le seul pays du G7 qui en avait encore des cibles de retour à l'équilibre budgétaire. Et quand on se compare, on se console. Cela dit, il y a beaucoup de dépenses, mais il y a des dépenses là-dedans qui sont structurantes et qui sont probablement pas une mauvaise idée. Le 80 milliards pour les nouvelles technologies, l'économie verte, si on ne le fait pas, ils vont le faire de l'autre côté de la rue aux États-Unis. On risque de pâtir beaucoup de ça. On a vu cette semaine le critique financier du Parti libéral du Québec dire on devrait peut-être faire ça au Québec, nous autres, parce que franchement, on va être en retard. Alors, ça, c'est structurant. On verra si c'est bien dépensé puis si ça fonctionne bien. Ça, c'est structurant. Par contre, il y a des choses qui sont moins intéressantes. Quand on voit, par exemple, ce qui est le prix à payer pour avoir l'appui du NPD, c'est-à-dire le programme dentaire dont les coûts ont doublé depuis la dernière mise à jour économique. Ça rassure pas beaucoup de gens. Puis en plus, là, c'est en train de s'aligner vers une chicane avec Québec. Je suis pas sûr que ça va bien tourner, cette chose-là. Chantal, effectivement, le NPD a réussi à tirer son épingle du jeu, puis ça a coûté pas mal plus cher qu'avant, que ce qu'on avait prévu. Est-ce que c'est le NPD qui sort gagnant de l'exercice? C'est sûr que pour Jack Meeting, là, le programme d'assurance dentaire, c'est un gros lot. C'est-à-dire, c'est un résultat tangible de son entente avec les libéraux minoritaires. Et ça permet de dire, j'ai pas juste fait changer 3 virgules dans des projets de loi,
j'ai forcé les libéraux à mettre en place un nouveau programme social. C'est vrai que ça fait tiquer les coûts du programme d'assurance dentaire, mais ça a tendance à faire tiquer des gens qui s'en serviront pas. Sur le terrain, la réaction est un petit peu différente, et ça inclut le Québec, où le programme est nettement plus limité que n'importe quoi qui est prévu par le programme fédéral. Alors oui, Monsieur Singh a tiré de cette ronde de négociations budgétaires quelque chose qui va apporter avec lui, qui va faire partie de son héritage, qui va lui permettre de dire en campagne électorale, vous voyez, je sers à quelque chose. Et en passant, ces députés aussi ont trouvé qu'ils servaient à quelque chose à cause de l'influence du NPD sur le budget. Alors oui, c'était peut-être la meilleure et la dernière meilleure semaine de M. Singh, partenaire de Justin Trudeau. Ouais, en tout cas, il était content cette semaine. On verra si... Content. On verra. Mais d'ailleurs, il part en tournée budgétaire pour aller vendre son élément du budget. C'est quand même assez inhabituel pour un chef du NPD de faire ça. Hugo, à Québec, est-ce qu'on est en train de se préparer pour un affrontement là-dessus avec Ottawa? En tout cas, très certainement. Disons que ces 13 milliards de dollars-là, en ce qui concerne les soins dentaires, c'est resté en travers de la gorge du ministre Girard. Ça, c'est certain. Le ministre Girard dit qu'on aurait dû investir davantage en santé. Alors, on a déjà vu un peu la réaction de Justin Trudeau à cette demande du Québec de se retirer avec pleine compensation. Ferme pas la porte, mais en même temps, on sent qu'il va y avoir quand même pas mal de conditions, le cas échéant, parce qu'on ne voudra pas qu'on prenne cet argent-là pour le mettre en santé. Il va falloir que ce soit utilisé pour les soins dentaires. Là où le gouvernement fédéral a marqué des points auprès du gouvernement québécois, c'est vraiment ces sommes importantes là, consenties aux technologies vertes. Le ministre Fitzgibbon lui-même disait qu'il s'inquiétait, ça même que ça le privait de sommeil certaines nuits là, de voir le Inflation Reduction Act aux États-Unis. Il avait peur que des projets prévus au Québec prennent le chemin justement des États-Unis. Alors évidemment, on a vu ça d'un bon œil. M. Fitzgibbon va peut-être un peu mieux dormir, là, ces sommes importantes qui sont mises de l'avant. En même temps, le gouvernement fédéral, justement, M. Trudeau a beaucoup mis l'accent ces derniers temps là, sur les minéraux stratégiques, la filière batterie. Un peu une réponse à ceux qui le critiquaient de ne pas avoir de politique économique claire. Il n'avait pas vraiment le choix non plus, là, dans ce contexte-là, d'aller de l'avant avec une mesure comme celle-là. Il avait envoyé le message aussi, M. Trudeau, lors de la visite de M. Biden là-dessus. Il nous reste 2 minutes, mais Chantal, Michel, je veux vous entendre sur le volumineux rapport qui a été déposé cette semaine suite au massacre de la tuerie de Portapique en Nouvelle-Écosse. La GRC essuie la vaste majorité des critiques dans ce rapport-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite des choses? Michel, Chantal, ensuite. Ça veut dire que pour une fois, la GRC va être obligée de faire quelque chose, ou la faut-il, ça je ne sais pas, mais ce qu'on note là, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu un rapport comme ça sur la GRC, sur plusieurs aspects du travail de la GRC, que ce soit le service de sécurité ou autre chose, la GRC s'est retirée dans ses terres et n'a rien fait. Alors là, j'imagine qu'au gouvernement, on va dire, là, il faut faire quelque chose. Et il y a dans la série des recommandations des pistes assez bien tracées, là. C'est pas juste des recommandations générales. Alors, si la GRC ne réagit pas sur celle-là, je me demande qu'est-ce que ça va prendre. Ouais. Et oui, effectivement, il y a quasiment une feuille de route là, qui a été déposée cette semaine. Oh, oui. Chantal, quelle devrait être la suite des choses? Oui. Ce qu'on sait en même temps que ce rapport, c'est que la personne qui a été nommée commissaire intérimaire va rester intérimaire et pas trop longtemps. Parce que le point de presse qui a suivi, avec la déclaration, j'ai reçu le rapport. Il n'avait pas lu, J'ai vraiment eu le temps de le lire. Je vais le lire quand j'aurai le temps. Ça disait à peu près tout sur ce sur quoi cette commission a mis le doigt. Le gouvernement doit nommer un ou une nouvelle commissaire en chef de la GRC sous peu. Ça va être tout un mandat. Et entre les deux, il va falloir que le gouvernement de Justin Trudeau décide s'ils se rendent à la recommandation de faire un examen externe ou s'ils peuvent trouver quelqu'un qui va trouver assez d'appui au sein de la GRC pour faire des changements qui s'imposent, et ça va être toute une commande. Oui. Et les commissaires souhaiteraient que ça bouge d'ici la fin du mois de mai. On voudrait qu'il y ait une commission, un organisme mis en place justement pour faire avancer ces choses-là. On va voir ce que ça va donner. Hugo, Chantal, Michel, merci infiniment. On se voit pas pour Pâques, on se revoit la semaine suivante. Au revoir. À bientôt.